Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Le Château de Verre ou The Glass Castle, réalisé par Destin Daniel Cretton. L'histoire, c'est celle de Janet Walls, qui est une jeune femme qui va revenir en fait au travers du film sur sa prime jeunesse, où elle a eu des parents un peu particuliers, qui ont décidé de vivre un petit peu en marge de la société, et de ne pas respecter le carcan et l'enfermement sociétal capitaliste pour éviter à leurs enfants d'être enfermés dans un diktat qu'ils estimaient trop compliqué. Vous voyez un petit peu le souci en fait qu'il peut y avoir avec ce film, c'est que juste avant lui, il y a un autre long métrage qui est passé il y a quelques mois, et même il y a un an je crois tout pile, qui se nommait Captain Fantastic. Et Captain Fantastic avait posé cette base en gros de présenter un récit d'un groupe de personnages qui choisiraient de ne pas rester enfermés dans la société actuelle. Ce qui est un thème hyper intéressant dans une actualité où on va dire que justement beaucoup de gens et de plus en plus de personnes décident de se libérer de ces carcans et de ne pas suivre les dictats d'une société qu'ils estiment les enfermer dans des facilités ou en tout cas dans des cases. Alors là c'est basé sur l'histoire vraie de Janet Walls, donc en soi c'est un petit peu différent de Captain Fantastic, même si Captain Fantastic s'inspirait d'événements ayant réellement arrivé également. Là c'est une histoire vraie qui est adaptée quasiment trait pour trait. Et Destin Daniel Cretton, résultat, en tire un film intéressant, prenant, émotionnellement très juste, et qui en termes de cinématographie et de composition est un petit peu trop classique. C'est ça qui est vraiment dommage avec le film. En termes d'écriture, c'est là que ça se ressent le plus. Parce que le scénario de Andrew Lanham et Destin Daniel Cretton, basé donc sur le bouquin de Janet Walls, a une base hyper intéressante, mais a une forme beaucoup trop cliché. Genre vraiment stop quoi les mecs, les flashbacks et les flash-forward. Là ça plombe vraiment le film. Genre vraiment pour faire simple, ce qu'il aurait fallu c'est introduire une base dans le présent du film, c'est-à-dire en 89, et ensuite complètement retourner dans le passé. Jusqu'au moment où Janet va se libérer de ce carcan. Le souci c'est que là le film passe son temps à faire des flashbacks et des flash-forward. Donc résultat, l'émotion elle est sectionnée. Elle est coupée constamment du début à la fin du film. Ça pose un réel problème d'immersion pour le spectateur parce que nous, en tant que spectateurs, ce qu'on recherche, c'est une émotion sur la durée. Ces séquences-là, en plus, ces séquences qui sont montrées au travers du film, ce ne sont pas des petits bouts et des petits fragments qui sont supposés être mis bout à bout une fois qu'on a vu tout le tableau se faire. Ça, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire et on le ressent. On a plus la sensation quand on voit le film que c'est vraiment un gros ensemble de jeunesse qui a été capté d'un seul coup et qui a été fragmenté ensuite. Et résultat, on voit pas de jeu de ping-pong qui se fait entre les séquences du présent de 89 et du passé de l'enfance de Janet. Ce qui fait qu'on voit juste des fragments se succéder. Et il n'y a aucune succession de l'émotion, il n'y a aucun lien émotionnel qui est fait entre les séquences. On va y revenir, il y a un lien qui est fait cinématographiquement, mais en termes d'écriture, la narration a du mal à jongler entre ces deux instants. Ce qui fait que nous, au milieu de ça, on voit les thématiques qui sont abordées, on voit l'immersion au travers des personnages, on se sent impacté par ce qui leur arrive, mais on n'est pas totalement transcendé et touché par ce qui voudrait se dégager de ce métrage, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui veut se dégager, on sent qu'il y a une émotion palpable qui est présente tout au long du film, et en termes d'écriture, on a du mal à vraiment la ressentir. On la voit, on la sent, elle est présente tout au long du film, mais elle n'est jamais à ce point aussi imposante et captivante qu'elle ne voudrait l'être par moment. Il y a vraiment des moments où l'émotion est là, on la sent, on a envie de se faire toucher par ça. Notamment quelques séquences en fin de film qui sont plutôt justes, malgré le fait qu'elles soient un petit peu simples. Mais elles fonctionneraient s'il n'y avait pas ces bons dans le temps. En termes de mise en scène, Destin Daniel Cretton, alors moi voilà, le lien que je veux faire avec l'écriture, et que je trouve très juste justement, c'est le jeu de montage et du raccord. Dans ce film, vous allez le voir, si jamais vous le voyez, les séquences entre présent de 89 et passé sont faites au travers de petits raccords extrêmement justes. Par un mouvement de personnage, par un geste, par un élément dans le décor. C'est un magnifique exemple de comment raccorder deux plans qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est hyper bien fait et là-dessus, on peut que saluer le travail de Destin Daniel Cretton. Après, en termes de pure mise en scène, il y a de jolies idées. Le souci, c'est que c'est un petit peu cliché. Les ralentis, les plans idylliques, les séquences macabres sous la pluie, enfin... oui, on ressent l'émotion qu'il veut faire dégager, mais résultat, Destin Daniel Cretton, il surappuie ça. Ce qui est complètement en contradiction avec State of Grace. State of Grace, c'était son film où justement, il n'y avait aucune de ces
gros trait, on va dire, de stéréotypes cinématographiques. Justement, c'était à l'encontre de ça. Il y avait une vraie émotion qui se créait tout du long du film, il y avait une vraie envie de se passionner pour les personnages, et résultat, on se sentait transporté par ça. Là, c'est également le cas. Mais le fait de surappuyer ça au travers de sa mise en scène, ça donne la sensation que Daniel Cretton, il ne sait pas que son film est émotionnel. Et il a besoin de le surappuyer, là où simplement il devrait laisser cette émotion se dégager tout simplement toute seule du film. C'est étrange en fait comme manière de concevoir la mise en scène. La manière avec laquelle il l'a foutu, c'est on sent l'émotion, on sent ce qu'il veut dégager, mais il a tendance à tellement vouloir forcer les traits que on se dit ouais mais mec t'as pas besoin de faire ça en fait. Ton film il se suffit à lui-même, il se dégage quelque chose tout seul en fait. Cette histoire elle est touchante. Donc pourquoi autant forcer les traits? Un petit peu dommage. En termes de casting, le casting est vraiment bon sur ce métrage. Genre vraiment hyper intéressant. On saluera surtout Brie Larson, Woody Harrelson et Naomi Watts en tête d'affiche qui sont vraiment excellents. Surtout Brie Larson. Brie Larson est absolument magnifique. Mais Sarah Snook, Bridget Lundy Payne, Ellie Anderson, Charlie Shotwell, les gamins sont superbes. Les gamins qui emmènent ce film sont à tomber par terre, ils sont juste fous. Les séquences où on les voit tous les quatre ensemble, ils sont tellement soudés, on sent une émotion qui est palpable et ça fonctionne hyper bien, quoi. Ces gamins, ils ont vraiment quelque chose, ils dégagent quelque chose. Et puis oui, Brie Larson est magnifique, mais elle a une vraie filiation avec Destin de Daniel Cretton. Ils arrivent vraiment à créer quelque chose ensemble et ça se ressent tout du long du film. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien leur travail ensemble. Et au final, Le Château de Verre, c'est un film intéressant. C'est un film qui prend vraiment au trip, qui dégage une certaine émotion et qui est sensible, qui est vraiment sensible. Mais après, qui a des traits cinématographiques tellement gros que par moments, on peut être perturbé et se dire que c'est vraiment cliché. Mais en soi, Le Château de Verre de Destin de Daniel Cretton, si vous avez envie de le savoir en salle, pourquoi pas? Ça reste un bon moment de cinéma, c'est joli et c'est touchant. Donc en soi, vous pouvez vous faire plaisir. A plus!